Je présente maintenant Jean Dalibard. Il est directeur de recherche au CNRS et professeur à l'École polytechnique. Il a soutenu une thèse de doctorat d'État sous la direction de Claude Cohen-Tanucci sur la manipulation d'atomes par laser. Il a été physicien au laboratoire Kastler-Brossel de l'École normale supérieure. Il est directeur de l'école de physique des Ouches et il a effectué plusieurs séjours de longue durée à l'étranger dans des universités et des centres de recherche étrangers. Il a travaillé et travaille sur l'optique quantique et sur l'interférométrie à ondes de matière. Il s'intéresse aux gaz quantiques ultra froids et notamment les condensats de Bose-Einstein dont il va nous parler ce soir. Il co-dirige avec Christophe Salomon le groupe Atomes Froids de l'École normale supérieure qui regroupe des chercheurs, des étudiants et des chercheurs visiteurs. Il est membre de l'Académie des sciences et auteur de nombreux articles dans des revues spécialisées nationales et internationales, ainsi que de plusieurs ouvrages sur la mécanique quantique en collaboration avec Jean-Louis de Badevant. Voilà, je lui cède la parole maintenant selon l'usage pour une 50 à 60 minutes, et ensuite de quoi il répondra à vos questions. Merci. Oui, d'accord. Bien, merci beaucoup pour cette introduction et merci pour être ici ce soir. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de physique quantique. Et plus précisément de physique quantique à l'échelle macroscopique. La mécanique quantique, vous le savez sûrement, elle a été développée au début du XXe siècle, essentiellement pour décrire des phénomènes microscopiques, pour décrire qu'est-ce qu'était une particule élémentaire, pourquoi est-ce que les atomes étaient stables, qu'est-ce qui formait les molécules, comment est-ce que les liaisons chimiques se formaient. Mais cette mécanique quantique, elle n'a pas seulement des manifestations à l'échelle microscopique, mais également, ça lui arrive de se manifester de manière évidente à une échelle qu'on peut pratiquement voir à l'œil nu. Alors j'ai mis sur ce transparent deux exemples pour situer ce que j'entends par macroscopique. Le premier, c'est la supraconductivité, le second, c'est la superfluidité. Ce que vous avez ici sont deux exemples qui se produisent à très basse température de phénomènes qu'on ne peut absolument pas expliquer classiquement. Celui de gauche, c'est donc la supraconductivité, c'est un petit matériau métallique ici qui est plongé dans un bain d'azote liquide et la supraconductivité est rendue presque évidente en approchant un aimant qui est là. Quand vous approchez l'aimant de ce supraconducteur, eh bien des courants sont induits dans le matériau supraconducteur et ces courants font léviter l'aimant au-dessus du supraconducteur. Ici, vous voyez, ça lévite et ça peut léviter comme ça pendant très longtemps, c'est-à-dire que les courants qui ont été induits peuvent circuler sans amortissement, sans dissipation par effet Joule apparente pendant une grande durée. La deuxième manifestation, toujours à très basse température, de cette mécanique quantique, c'est la superfluidité de l'hélium. Ici, vous avez de l'hélium qui est refroidi en dessous de 2 Kelvin. À ce moment-là, il devient superfluide, c'est-à-dire qu'il peut s'écouler par n'importe quel petit orifice de votre récipient sans aucune viscosité. Et là, vous avez une belle manifestation d'effet Fontaine qui se produit quand on chauffe le fond de ce récipient. Alors, comme je viens de le dire, ce qui caractérise cette apparition de la mécanique quantique à l'échelle macroscopique, c'est essentiellement, dans un premier temps, la basse température. C'est en diminuant beaucoup la température du gaz ou du fluide qu'on regarde, que la mécanique quantique va pouvoir se manifester. Pourquoi? Eh bien, quand vous êtes à haute température et que vous considérez le mouvement des particules qui composent votre gaz, votre fluide, essentiellement, c'est de la mécanique newtonienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de manifestation évidente de la mécanique quantique et vous pouvez décrire le mouvement de ces molécules, de ces atomes, comme des petites boules de billard. Quand on refroidit, on va diminuer la vitesse des atomes, donc la nature ondulatoire va commencer à jouer un rôle puisque la longueur d'onde de De Broglie, lambda égale h sur mv, m est la masse des particules, h la constante de Planck. Quand la vitesse diminue, la longueur d'onde de De Broglie augmente. Donc les paquets d'ondes, c'est ce que j'ai essayé de dessiner ici, associés à chaque particule deviennent de plus en plus gros, puisque leur longueur d'onde devient elle-même de plus en plus grande. Et c'est là qu'on peut espérer commencer à avoir des effets quantiques macroscopiques. Donc ça, c'est le premier point qu'il s'agit de bien comprendre aujourd'hui. C'est basse température égale petite vitesse, égale donc grande longueur d'onde de De Broglie. Alors, tout de suite un ordre de grandeur, si je suis à la température ambiante, cette longueur d'onde de De Broglie, si je prends les molécules d'azote ou d'oxygène de l'air de cette salle, cette longueur d'onde de De Broglie est extrêmement petite. Les températures sont élevées,
dans mes critères. Donc la longueur d'onde est extrêmement petite et vaut 0,2 angstrom. Elle est beaucoup plus petite en particulier que la taille elle-même des molécules. Et c'est très difficile de mettre en évidence des effets quantiques dans l'air qui nous entoure. Des effets quantiques évidents comme ceux que j'ai présentés avant. Le deuxième ingrédient, en plus de la basse température, ça va être le fait que les particules que je vais considérer sont indiscernables. Qu'est-ce que j'entends par là? Bien, si vous prenez deux électrons, par exemple, ils ont rigoureusement les mêmes propriétés. Deux électrons donnés ont exactement la même masse, exactement la même charge. Il en va de même pour deux protons, il en va de même pour deux neutrons. Et cette notion d'indiscernabilité va jouer un rôle crucial dans tout ce qui va suivre. Et je voudrais dire que c'est une notion qui n'est pas vraiment évidente. Si vous allez voir des grands philosophes d'il y a quelques siècles, comme Leibniz, Leibniz prenait précisément cette impossibilité, entre guillemets, d'indiscernabilité pour prouver qu'il n'y avait pas d'atomes. Puisqu'il disait, s'il y avait des atomes, ces atomes seraient indistinguables, indiscernables les uns des autres, indistinguables en soi, ce qui est contre un des plus grands principes de la raison. Donc, cette indiscernabilité de deux électrons ou de deux protons n'est pas du tout un fait évident. Comme je vous dis, ça a mis beaucoup de temps à se forger, cette idée, mais néanmoins, maintenant, on est convaincu que deux électrons ou deux protons sont identiques, ont rigoureusement les mêmes propriétés. Alors on peut se demander comment est-ce que la théorie quantique va prendre ça en compte. En mécanique classique, on pourrait dire, puisque deux particules sont identiques, elles peuvent avoir la même trajectoire. Mais vous le savez probablement, la notion de trajectoire en mécanique quantique doit être abandonnée. Donc comment est-ce que la mécanique quantique va prendre en compte cette indiscernabilité des particules? Bien, la théorie quantique, pour décrire une particule, introduit la notion d'état. L'état d'une particule, ça caractérise l'ensemble des connaissances qui sont à ma disposition si je fais des mesures sur cette particule. Cet état d'une particule contient toute l'information disponible sur la particule. Je peux, à partir de cet état, calculer la probabilité de trouver tel moment cinétique, ou telle énergie, ou telle impulsion. Et donc, la question naturelle qu'on peut se poser, c'est à partir du moment où des particules sont indiscernables, est-ce qu'elles peuvent être dans le même état? La réponse à cette question n'est pas du tout évidente. Et en fait, la vraie réponse, c'est ça dépend. Pour le moment, ce qu'on va supposer ensemble, c'est que c'est possible, au moins pour certaines classes de particules, et ce sont à ces particules-là qu'on va s'intéresser dans un premier temps. Et puis je reviendrai vers la fin de l'exposé sur le fait que toutes les particules n'obéissent pas à ce principe, à savoir que toutes les particules n'accepteront pas de se mettre dans le même état. Mais pour le moment, on va s'intéresser à des particules qui acceptent de se mettre dans le même état quantique. Donc, avec ça, notion de basse température et notion d'indiscernabilité, eh bien, on est prêt à aborder ce que Bose et Einstein ont fait dans les années 1924-1925. Donc, repartons de notre système de particules relativement froid, donc la physique ondulatoire, la nature ondulatoire des particules commence à se faire sentir de manière marquée, et refroidissons encore davantage ce système. Il va arriver un moment où la longueur de De Broglie lambda associée à chacune des particules va devenir de l'ordre de la distance entre particules. Je suppose que je suis dans un récipient de taille donnée, je ne varie pas le volume du récipient, donc la distance entre particules reste constante, et comme je refroidis ce récipient, eh bien la longueur d'onde de De Broglie augmente. Il y a un moment où lambda, la longueur d'onde de De Broglie, va devenir de l'ordre de la distance d entre particules. À ce moment-là, c'est là qu'Einstein a produit qu'une transition devait se produire, une transition de phase, et qu'une fraction macroscopique des particules devait s'accumuler dans l'état d'énergie le plus bas du conteneur qui confine ce gaz. C'est ce que j'ai représenté ici. Il y a quelques atomes qui sont encore en dehors de cet état fondamental, mais une fraction macroscopique est allée s'accumuler dans l'état fondamental. Et puis évidemment, si je refroidis encore plus, si je pousse jusqu'à la température T égale 0, le zéro absolu, eh bien là, à ce moment-là, toutes les particules se mettent dans cet état fondamental. On dit que toutes les particules sont condensées, toutes les particules ont formé ce condensat de Bose-Einstein. Alors je voudrais bien insister sur ce qui est étonnant dans ce graphe. Ce qui est étonnant dans ce graphe, ce n'est pas la partie droite. La partie droite, le fait qu'à T égale 0, à température nulle, toutes les particules sont dans l'état fondamental, ça je dirais qu'on le savait depuis Boltzmann. Évidemment, on ne savait pas ce qu'était un état quantique, mais on savait qu'à température nulle, au moins si je n'avais pas d'interaction entre mes atomes, eh bien tous les atomes étaient dans un état d'impulsion P égale 0, d'énergie cinétique nulle. Ce qui est étonnant dans ce schéma-là, c'est cette transition-là. C'est le fait qu'à une température finie non nulle, il puisse y avoir une accumulation macroscopique de particules dans le même état. Ça, ce n'était pas contenu dans la théorie classique de Boltzmann. C'est lié à cette indiscernabilité quantique, comme on va le voir dans un instant. Alors, encore une fois, quelques ordres de grandeur. Pour un gaz ordinaire, je prends toujours l'air qui nous entoure, la distance moyenne entre molécules dans l'air est de l'ordre de la trentaine d'angstrom.
Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure que lambda c'était 0,3 angstrom, si je veux atteindre le seuil de la condensation de Bose-Einstein, à savoir D égale lambda, il faut que je multiplie lambda par 100. Et multiplier lambda par 100, ça veut dire donc diviser les vitesses par 100, donc diviser les températures par 10 000, puisque la température c'est proportionnel au carré de la vitesse. Donc ça, diminuer les températures par 10 000, évidemment, c'était pas simple à faire à l'époque de Bose et d'Einstein. Donc il va falloir attendre un petit peu pour voir cette confirmation. Alors avant de raconter un petit peu comment cette idée est apparue dans l'esprit de Bose et d'Einstein, enfin surtout d'Einstein, vous allez le voir, je voudrais insister sur un point qui est de bien faire comprendre pourquoi l'indiscernabilité favorise ce comportement grégaire. Pourquoi est-ce que le fait que les particules quantiques peuvent occuper le même état et le fait qu'elles sont indiscernables favorise cette occupation macroscopique d'un seul état, l'état fondamental de ma boîte? L'ingrédient pour comprendre ça, c'est un dénombrement. Je vous propose de dénombrer des configurations qui sont autorisées pour un certain nombre de particules et un certain nombre d'états. Et ensuite, une fois que j'aurai compté le nombre de configurations possibles, eh bien, je vais appliquer un principe qui a été proposé par Boltzmann, qui est que parmi les grands W configurations possibles que je vais trouver, eh bien, chaque configuration aura un poids égal. Alors, Boltzmann aimait beaucoup cette notion de configuration, ce nombre de configurations grand W. Hein, c'est lui qui a relié en fait, ce nombre grand W à l'entropie. Il a même tenu à ce que cette formule soit gravée sur sa tombe. Je ne sais pas si vous pouvez lire ici S égale K log de W, formule qui relie donc le nombre de configurations W au désordre du système, à l'entropie. Donc nous, là, ce qui va nous intéresser, c'est de voir quel est le nombre de configurations possibles et en quoi est-ce que l'indiscernabilité des particules vient favoriser ce comportement grégaire, cette possibilité pour les particules de s'accumuler dans le même état. Alors on va faire des choses très simples, on ne va pas du tout prendre 10 puissance 23 particules et plein d'états, on va simplement supposer que j'ai deux boîtes, donc deux états quantiques si vous voulez, la boîte du bas et la boîte du haut, et je vais me donner trois particules. Et je vais regarder ce qui se passe si j'essaie de ranger mes trois particules dans une boîte. Commençons par faire plaisir à M. Leibniz et à supposer que les atomes sont discernables. J'ai trois atomes que je peux numéroter 1, 2, 3 parce qu'ils ne sont pas exactement les mêmes. Le 1 est un peu plus gros et puis le 3, disons qu'il est un peu pointu, voilà. Crochu, les atomes c'est crochu toujours. Il est un peu crochu. Donc j'ai une possibilité pour ranger mes trois atomes dans mes deux boîtes, je peux les mettre tous dans la boîte du bas. Ça c'est une possibilité. Je peux décider de mettre le 1 et le 2 en bas et puis le 3 en haut. Autre possibilité. Maintenant, je peux décider que ça ne va pas être le 3 que je vais mettre en haut, ça va être le 2. Ces deux possibilités sont différentes. Si l'atome 3 et l'atome 2 sont discernables, évidemment, il faut ces deux possibilités comptent de manière différente. Hein, c'est pas la même chose. Là, j'ai monté l'atome qui était plus crochu, et puis là, j'ai monté l'atome qui était plus petit. Et puis, je continue. Je peux évidemment monter l'atome 1. Et puis, je crois que vous avez tous compris ce qui va se passer. Chaque atome a une possibilité sur deux, enfin, une chance sur deux de se mettre en haut ou en bas. J'ai trois atomes, donc j'ai 2 puissance 3 possibilités, 8 possibilités. Voilà mes 8 configurations. Sur ces 8 configurations, lesquelles correspondent au comportement grégaire qui est le condensat? Eh bien, il y en a deux. Il y a celle-ci, où là, j'ai mis les 3 atomes dans la boîte du bas, et celle-là, où j'ai mis les 3 atomes dans la boîte du haut. Donc, si j'applique une simple loi d'équipartition, quelle est la probabilité d'avoir ce comportement grégaire? Eh bien, j'ai un comportement grégaire dans 2 cas sur 8, j'ai donc une probabilité de 1/4. Maintenant, supposons que les atomes soient indiscernables. Leibniz ne va pas être content, mais c'est la nature qui est comme ça. Je peux toujours mettre mes 3 particules dans l'état du bas. Première possibilité. Je peux décider de mettre une particule dans la boîte du haut et 2 particules dans la boîte du bas. Et là, maintenant, j'ai plus qu'un état qui correspond à ça. Ce qui, tout à l'heure, correspondait à 3 états différents, où c'était l'atome 3 que j'avais promu, l'atome 2 ou l'atome 1, maintenant, tout ça, c'est confondu en un seul état. Il n'y a plus de raison de les compter 3 fois, ces choses-là. J'ai qu'un seul état. Et puis, je continue. Je peux mettre 2 atomes en haut, un atome en bas, ou 3 atomes en haut. Combien de comportements grégaires là-dedans? Eh bien, j'ai toujours les deux mêmes comportements grégaires ici. Et maintenant, la probabilité d'avoir un comportement grégaire, vous voyez, est de 1,5 puisqu'elle se produit dans 2 cas sur 4. Donc, simplement, en disant que mes atomes étaient indiscernables, eh bien, je passe d'une probabilité de 1/4 à 1,5. Ceux d'entre vous qui sont un peu versés dans les mathématiques n'auront pas de mal à prouver que si j'avais pris non pas 3 particules, mais grand N particules, la différence aurait été beaucoup plus grande si N est grand devant 1, puisque là, le comportement grégaire se manifesterait en 1 sur 2 puissance N, alors qu'ici, il se manifesterait simplement en 1 sur N. Donc, ce serait encore beaucoup plus marqué si au lieu d'avoir pris 3 particules, j'en avais pris 10. Donc, voilà. Vous avez vu les deux ingrédients nécessaires, la température basse et cette indiscernabilité des particules. Alors, comment est-ce qu'Einstein et Bose sont arrivés à cette prédiction? Alors, en fait, il faudrait dire Einstein. Hein. Bose, lui, était, en 1924, un très jeune physicien. Il travaillait en Inde, au Bengale, et
il s'intéressait en fait non pas aux atomes ni aux molécules, mais il s'intéressait à la lumière, aux photons. Et il avait trouvé un moyen de comprendre le rayonnement thermique, ce qu'on appelle la loi du corps noir, en comptant les photons comme des particules indifférenciables, ce que je viens de faire avec des petites boîtes là. Donc il avait écrit un article là-dessus où il expliquait qu'il pouvait retrouver la loi de Planck avec ces arguments. Et il avait un mal fou à publier son article. Il avait des problèmes avec ses rapporteurs. Et donc, en désespoir de cause, il a envoyé son article à Einstein. Einstein a été très intéressé par le travail de Bose. Il a traduit le travail de Bose en allemand. Il a veillé à ce que le travail de Bose soit publié. Et puis ensuite, Einstein s'est dit, ce que Bose a fait pour des photons, des grains de lumière, moi, je vais le généraliser à de la matière, à des atomes. Il l'a fait et c'est là qu'il a découvert la condensation dont je vous ai parlé, à savoir le fait que quand les longueurs d'onde lambda deviennent de l'ordre de la distance de particules, j'ai cette accumulation macroscopique de particules dans l'état fondamental. Donc on parle de condensation de Bose-Einstein, on devrait en toute rigueur parler de condensation d'Einstein. Bose n'a travaillé que sur des photons pour lesquels la condensation de Bose-Einstein ne se manifeste pas. Alors Einstein fait cette prédiction en 1925, en fait il publie 2 articles coup sur coup, et c'est assez peu de dire que la prédiction d'Einstein a été mal reçue. Einstein s'est fait assez violemment attaquer, en particulier parce que la manière dont il faisait apparaître cette accumulation macroscopique de particules dans l'état fondamental n'était pas faite dans les règles de l'art suivant les mathématiques. Et donc, du coup, les contemporains d'Einstein ont assez peu cru à cette prédiction d'Einstein. Einstein lui-même a écrit dans une lettre à son ami Paul Ehrenfest, « C'est une belle théorie, mais contient-elle une vérité ?» Et en fait, il n'a rien publié après 1925 sur la condensation de Bose-Einstein. Donc cette prédiction d'Einstein est restée un peu un phénomène mal compris, mystérieux pendant 15 ans, enfin 14 ans, jusqu'à ce qu'en 1938, Kapitsa d'un côté et puis Allen et Missner d'un autre découvrent la superfluidité de l'hélium liquide. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fait que l'hélium liquide, quand on le refroidissait en dessous de 2 degrés typiquement, eh bien il devenait superfluide. Et là, aussitôt, Fritz London, qui à l'époque travaillait à Paris, a eu l'idée que cette superfluidité, qui est un phénomène que personne ne comprenait, pouvait être reliée à la condensation prédite par Einstein 14 ans auparavant. Et encore maintenant, dans les livres de mécanique de statistique, vous trouverez que cette superfluidité est un bon exemple de condensation de Bose-Einstein. Néanmoins, quand on voit ce superfluide-là, cet hélium superfluide, on est malgré tout très loin de ce qu'Einstein avait prédit. Einstein avait considéré un gaz parfait, sans aucune interaction, et c'est d'ailleurs ce qui est spectaculaire, c'est de trouver une transition de phase sans qu'il y ait la moindre interaction entre particules, alors que dans l'hélium superfluide, eh bien, on a affaire à un liquide. Dans un liquide, il y a des interactions fortes entre particules. Donc, l'analogie que London a proposée est certes bonne, mais néanmoins, on est loin du modèle d'Einstein. Et du coup, même après cette découverte de l'hélium superfluide, les gens ont cherché d'autres manifestations plus proches de ce qu'Einstein avait prédit. Alors, il y a eu beaucoup d'autres manifestations de la statistique de Bose-Einstein qui se sont manifestées, en matière condensée, en physique nucléaire, en astrophysique, dans le cadre des étoiles à neutrons, mais on restait encore loin du modèle d'Einstein. Et c'est seulement il y a 10 ans, en 1995, qu'on a pu réaliser quelque chose qui ressemblait de très près à ce qu'Einstein avait prédit. Alors qu'est-ce qui a débloqué la situation il y a 10 ans? Eh bien, ce qui a débloqué la situation, c'est le fait qu'on a appris, je dirais entre 1985 et 1995, à manipuler des atomes avec de la lumière. Le fait que la lumière puisse manipuler de la matière, c'est pas nouveau. Je vous ai ici donné 2 exemples sur 2 photos. La première, c'est la photo d'une comète, la queue d'une comète. Eh bien, Kepler avait compris que la lumière pouvait agir sur la matière simplement en regardant l'orientation de la queue des comètes par rapport au Soleil. Quand vous prenez une comète qui s'approche du Soleil, la queue de la comète est derrière la comète. Et Kepler donc interprétait cette queue de la comète comme étant simplement des particules qui étaient poussées par la lumière du Soleil derrière la comète. Puis au contraire, quand la comète fait le tour du Soleil puis repart, la queue précède la comète, ce qui veut bien dire qui confirme cette idée que la queue de la comète est constituée de particules qui sont accélérées par quelque chose qui vient du Soleil. Donc Kepler disait ce quelque chose, c'est la lumière du Soleil qui pousse la queue de la comète. On sait maintenant que c'est vrai, c'est qu'à moitié vrai, c'est-à-dire qu'il y a aussi le vent solaire qui contribue à la queue de la comète. Mais enfin, qualitativement, Kepler avait raison, la lumière du Soleil ici peut pousser les particules. Donc c'est possible d'agir sur la matière avec de la lumière. L'autre exemple, je l'ai tiré du journal Le Monde d'hier soir. Dans Le Monde d'hier soir, il y avait un grand article sur ces voiles solaires qui vont être dépliés et qui vont essayer de faire une course de la Terre à la Lune, simplement en étant poussés par la pression de radiation, pression créée par la lumière du Soleil. Donc, encore autre exemple du fait que la lumière peut agir sur la matière. Alors, comment est-ce que cette lumière agissant sur la matière peut nous aider à atteindre la condensation de Bose-Einstein? Eh bien, l'ingrédient principal là-dedans, c'est ce qu'on appelle la mélasse optique.
La mélasse optique, je ne vais pas vous l'expliquer en détail, je crois que Claude Cohen-Tanouji l'a expliqué dans le cadre de cette université il y a pas longtemps. Je vous la décris en 2 mots, simplement. Cette mélasse optique, vous en avez une photo à gauche, ici. C'est une assemblée d'atomes de sodium, ultra froid, à peu près 1 milliard d'atomes, qui sont véritablement englués dans un bain de photons laser. Ces photons laser viennent de 6 faisceaux différents. Vous avez 2 faisceaux qui se propagent le long de l'axe X, 2 faisceaux qui se propagent le long de l'axe Y, et 2 faisceaux qui se propagent le long de l'axe Z. Quand un atome est au repos, eh bien, il ne ressent aucune force moyenne liée à ces faisceaux, simplement parce que toutes les forces de pression de déviation s'équilibrent 2 à 2, celles qui viennent de plus X, celles qui viennent de moins X s'équilibrent, pareil pour Y, pareil pour Z. En revanche, si on se débrouille bien, si on choisit judicieusement la fréquence des faisceaux laser, eh bien, on peut faire en sorte que si un atome bouge, disons par exemple qu'il bouge vers ce qui est votre gauche, si je ne me trompe pas, eh bien, il va voir plus la force de pressurisation de l'onde qui vient à sa rencontre, et donc l'atome va être freiné. Donc, avec cette force de pression de radiation judicieusement réglée, en choisissant correctement la fréquence des lasers, eh bien, on arrive à faire pour nos atomes à l'intersection de ces 6 faisceaux laser, ici, une force qui est vraiment la même force que celle que vous avez sur une cuillère dans un pot de miel. C'est une force qui va avoir tendance à amortir toute vitesse. Un atome qui est au repos va rester au repos, mais un atome qui bouge va être freiné pour être lui aussi immobilisé. Qui dit diminuer la vitesse d'agitation des atomes dit évidemment les refroidir. Il y a encore une fois cette dualité entre température et agitation, cette vitesse désordonnée. Et donc on a dans le centimètre cube ici, qui compose notre mélasse optique, 1 milliard d'atomes qui sont très froids. Très froid, ça veut dire quoi? Eh bien voilà l'échelle de la température pour ces gaz. Ici vous avez une échelle où vous avez les températures que je dirais à peu près courantes, de la vie courante. Enfin, disons, ici vous avez la surface du Soleil, donc ce n'est pas la température de la vie courante, mais c'est une température qu'on rencontre au moins quand on regarde le Soleil, à peu près à 6000 degrés. Le centre du Soleil, lui, on ne le voit pas, mais il est à peu près 10 millions de degrés. Les températures les plus basses qu'on est amené à rencontrer dans la vie de tous les jours, c'est l'air liquide, disons à un peu moins de 100 degrés, ou voire l'hélium superfluide dont je vous parlais, à 1 Kelvin. La température dans cette salle, elle est à peu près ici. Avec la canicule, j'aurais pu déplacer un tout petit peu la flèche, mais comme c'est une échelle logarithmique, vous ne l'auriez pas vraiment vu. Eh bien, les mélasses optiques, où sont-elles là-dessus? Elles sont là. Elles sont bien plus froides et se situent dans le domaine du micro-Kelvin. Donc, vous voyez, on diminue la température de 6 ordres de grandeur par rapport à l'hélium superfluide. Et ça, c'est donc ces techniques de mélasse optique, de manipulation d'atomes par laser, qui sont utilisées pour amener les atomes au micro-Kelvin. Et ce sont ces techniques qui ont valu leur prix Nobel à Steve Chu, Claude Cohen-Tanouji et Bill Phillips en 1997. Quand les atomes sont dans la mélasse optique, la photo que je vous ai montrée tout à l'heure de mon milliard d'atomes de sodium englués dans ce bain de photons laser, ils ne sont pas encore dans l'état de condensation de Bose-Einstein. Ils sont certes très froids, mais ils ne sont pas encore assez froids et surtout ils ne sont pas encore assez denses. Et la raison pour laquelle j'arrive pas vraiment à atteindre le seuil de condensation de Bose-Einstein, à savoir cette longueur de De Broglie égale à la distance entre atomes, c'est qu'il y a les photons laser qui sont présents. Et ces photons laser, si j'essaie de mettre des atomes trop proches les uns des autres, ils vont avoir tendance à former des molécules de sodium 2, des molécules de sodium 3, ou si je fais du rubidium, ce sera du rubidium 2, du rubidium 3. Et ça, évidemment, c'est pas très bon, parce qu'une fois que j'ai formé une molécule de rubidium 2, de rubidium 3, cette molécule s'échappe de la mélasse optique et elle est perdue pour la science. Donc, avec simplement la mélasse optique, c'est bien, on fait très froid, on fait au micro-Kelvin, mais on n'arrive pas encore à atteindre le seuil de condensation. Le seuil de condensation, il va se situer un petit peu plus bas, pas très loin sur cette échelle logarithmique, mais un petit peu plus bas, grâce à une deuxième technique qui va venir en complément de la mélasse optique, que je vais vous décrire elle aussi dans un instant, et qui a valu leur prix Nobel, donc cette fois-ci c'est en 2001, à Eric Cornell, Wolfgang Ketterle et Karl Weyman. Alors, comment est-ce qu'on passe de la mélasse optique, que je viens de vous montrer, à la condensation? Eh bien, ce qu'il faut, c'est, une fois qu'on a nos atomes au micro-Kelvin, c'est éteindre les faisceaux laser. Ils ont fait tout leur travail, ils ne peuvent pas faire mieux. Et on va brancher sur les atomes ce qu'on appelle un piège magnétique. Un piège magnétique, c'est une configuration un petit peu compliquée de bobines. Vous en avez ici un exemple dans notre laboratoire, qui sont parcourus par des courants, qui créent donc des champs magnétiques. Et le but de ces bobines, c'est de créer un champ magnétique qui a localement un minimum. Au centre de l'enceinte à vide, là où je veux confiner mes atomes, le champ magnétique est à un minimum local. En quoi est-ce que ça va confiner les atomes? Ça, eh bien, ça va les confiner simplement parce que les atomes ont un petit moment magnétique mu. C'est comme l'aiguille aimantée d'une boussole, si vous voulez. Donc les atomes, quand ils sont plongés dans un champ magnétique, ont une énergie. C'est la même énergie que celle qui va créer un couple qui va faire tourner l'aiguille de la boussole dans le champ magnétique terrestre. Ils ont une énergie, E, qui est moins mu scalaire B. Et si on se débrouille bien, et ça on le fait grâce à d'autres faisceaux laser, si on se débrouille bien pour mettre le dipôle magnétique mu
dans une direction opposée au champ magnétique B, donc si B est comme ça, vertical vers le haut, mu sera vertical vers le bas, par exemple, eh bien cette énergie en moins mu scalaire B va s'écrire plus module de B. Et à ce moment-là, là où B sera minimum, l'énergie magnétique sera également minimum, donc je réaliserai pour le mouvement de mes atomes une cuvette de potentiel, une cuvette magnétique, et les atomes voudront aller se mettre là où le champ magnétique B est minimum, c'est-à-dire au centre de mon enceinte à vide, pourvu que le courant dans ces bobines circule correctement. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai transféré mes atomes de ma mélasse optique dans mon piège magnétique, il s'agit de les refroidir et de les comprimer pour atteindre le seuil prédit par Einstein. Et pour ça, eh bien, on va mettre en œuvre un deuxième mécanisme de refroidissement. Et ce mécanisme de refroidissement, c'est le refroidissement par évaporation. C'est un mécanisme de refroidissement qui est très simple. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va tronquer le potentiel magnétique à une certaine hauteur, et de la sorte, les atomes les plus énergétiques de ma distribution ici vont s'échapper, simplement parce qu'ils ont une énergie plus grande que la hauteur de la barrière. Là. Faisant ça, évidemment, je vais perdre des atomes, mais les atomes que je perds sont ceux qui ont le plus d'énergie. Donc les atomes qui restent, eux, vont se rethermaliser, via des collisions élastiques entre eux, mais ils vont se thermaliser à une température plus basse. Et en faisant ça, si j'accepte de perdre un facteur important sur le nombre d'atomes, typiquement on perd un facteur 100 sur les atomes qu'on utilise, donc si on part de 1 milliard d'atomes, on arrive à 10 millions d'atomes à la fin, eh bien on peut montrer que la température diminue également beaucoup. La température passe de T à T sur 1000, donc si je partais d'une température qui était quelques dizaines ou quelques centaines de microkelvin après ma mélasse optique, eh bien j'arrive à quelques dizaines ou quelques centaines de nanokelvin. Donc je passe du domaine du microkelvin au domaine du nanokelvin grâce à ce refroidissement par évaporation. Et là, eh bien, on peut vérifier que le seuil d'Einstein est atteint, on a fabriqué un condensat. Comment est-ce qu'on le vérifie, ça? Eh bien, ça c'est pas très difficile, on va simplement prendre une image de notre condensat, et pour prendre cette image, eh bien, le condensat, on l'a fabriqué, on suppose, au centre d'une enceinte à vide, ici, eh bien, on va simplement éclairer ce condensat avec un faisceau laser résonnant. Alors évidemment, ça va le détruire, le condensat, mais c'est pas grave, on pourra toujours en construire un dans la minute qui va suivre. Donc, on va éclairer ce condensat avec un faisceau laser qui est résonnant. Les atomes du condensat vont absorber les photons laser, ils vont donc faire une ombre sur le faisceau laser, et grâce à une lentille, ici, je fais l'image de cette ombre portée par les atomes sur le faisceau laser sur une caméra CCD. Je prends donc comme ça une photo de mon nuage d'atomes, et j'ai comme ça accès à la répartition des atomes dans mon piège magnétique. Alors cette photo du nuage d'atomes, eh bien vous en avez un exemple juste en dessous ici. En fait, vous en avez 3 exemples, c'est 3 photos qui avaient été prises au MIT en 1995, juste au moment de cette découverte des condensats. La première photo, elle a été prise à un moment où la température était encore au-dessus du seuil d'Einstein. Donc on n'était pas encore au moment où la longueur d'onde de Broglie lambda était égale à la distance entre particules petit d. Donc on n'avait pas encore cette accumulation d'atomes dans l'état fondamental du piège. Donc vous voyez une distribution d'atomes comme ça qui est relativement large, qui serait assez bien décrite par une distribution de Maxwell-Boltzmann. Là, la mécanique quantique n'a pas encore commencé à se manifester de manière évidente. Et puis là, on a poussé l'évaporation un petit peu plus loin, on a tronqué un peu plus le puits de potentiel, et là, à ce moment-là, eh bien, on voit un pic apparaître superposé au piédestal qui correspondait à la distribution de type Maxwell-Boltzmann. Ce pic qui apparaît, eh bien, ce sont des atomes qui commencent à s'accumuler tous dans le même état quantique. C'est le condensat qui est en train d'apparaître. Et puis, si je pousse l'évaporation encore plus loin, eh bien là, je vais me débarrasser de tous les atomes, ou presque tous les atomes non condensés, et je me retrouve avec un pic pratiquement pur. Là, j'ai des atomes qui sont tous dans le même état quantique, qui partagent tous la même fonction d'onde, si vous voulez. C'est le condensat de Bose-Einstein dans toute sa splendeur. Alors, ces premières expériences, en 1995, ont été faites d'une part sur les atomes de rubidium, c'était à Boulder, c'était Eric Cornell et Carl Wyman, et d'autre part au MIT, c'était Wolfgang Ketterle, qui a partagé le prix Nobel, c'était sur le sodium. Depuis, on a condensé beaucoup d'autres espèces atomiques. J'ai fait ici la liste. Tous les alcalins y sont passés, l'hydrogène, le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium. L'hélium, dans un état métastable, a également été condensé. Plus récemment, l'ytterbium et le chrome ont également condensé. Donc c'est vraiment un comportement qui est universel. On sait maintenant manipuler grâce au laser. Quand je dis grâce au laser, c'est vrai pour tous les atomes sauf l'hydrogène pour qui on avait procédé différemment. On sait manipuler grâce au laser vraiment toute une flopée d'atomes. Il n'y a pas de raison qu'il y ait en fait une espèce atomique qui échappe, pourvu que les atomes acceptent de se mettre dans le même état quantique, c'est-à-dire qu'ils soient des bosons, mais ça je reviendrai là-dessus tout à l'heure.
Alors, pourquoi est-ce qu'il a fallu attendre la manipulation par laser pour faire ça? Pourquoi est-ce qu'avec des techniques de cryogénie standard, des cryostats perfectionnés, pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas atteindre la condensation de Bose-Einstein pour le sodium ou pour le rubidium? Eh bien, il faut bien comprendre que si je prends une vapeur de rubidium, par exemple, et que je la mets au contact d'une paroi très froide, que je refroidis avec des réfrigérateurs très performants, eh bien, ce qui va se passer, c'est que mes atomes de rubidium ne vont pas rester du tout à l'état gazeux. La plupart vont aller se coller sur la paroi froide et ils vont y rester. Pour le dire en termes un peu techniques, la pression de vapeur saturante du rubidium à la température d'un microkelvin est tellement basse qu'on ne pourrait absolument pas voir un condensat de Bose-Einstein de rubidium gazeux si on procédait par des moyens standards. L'état, ce que j'ai écrit sur le transparent, c'est je suis en train d'inverser un tout petit peu l'ordre de ce que j'avais prévu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à 1 microkelvin, l'état thermodynamiquement stable des atomes de rubidium ou des atomes de sodium, c'est l'état solide, pas l'état gazeux. Qu'est-ce qui fait que dans nos mélasses optiques et dans nos pièges magnétiques, ça ne se produit pas? Eh bien, c'est le fait que, certes, il y a beaucoup de possibilités de former des molécules de rubidium 2 ou de sodium 2, mais pour former de telles molécules, il faut avoir des collisions un peu compliquées. Il faut avoir soit des collisions avec une paroi, soit des collisions à 3 corps. Il faut mettre simultanément 3 atomes de rubidium côte à côte pour qu'il y en ait 2 qui forment un état lié, et puis qu'il y en ait un troisième qui se débrouille pour emporter l'impulsion et l'énergie qui sont libérées. Or ça, nos systèmes sont tellement dilués, quand on procède par mélasse optique puis piège magnétique, que ces collisions à 3 corps se produisent avec une probabilité qui est très faible. Donc c'est grâce à ça qu'on arrive, si vous voulez, à tricher, à faire en sorte que, même si l'état thermodynamiquement stable, c'est l'état solide, eh bien malgré tout, on arrive à avoir, pendant une durée qui est tout à fait raisonnable, un état gazeux pour cet atome d'uranium et voir ces condensats. Alors ici, j'ai tracé, juste pour rendre les choses un petit peu plus concrètes, le potentiel d'interaction typique entre 2 atomes, par exemple rubidium plus rubidium, et ça c'est juste pour confirmer que, grâce aux mélasses optiques, on échappe à des catastrophes. Si vous prenez ce potentiel d'interaction entre 2 atomes de rubidium, eh bien vous avez une attraction à longue distance. Quand je trace ce potentiel V de R en fonction de la distance entre atomes R, vous avez une partie d'attraction à longue distance, simplement les forces de Van der Waals qui attirent les atomes. En plus, vont se mettre ici les forces qui sont responsables de la liaison chimique, vous avez plus de potentiel, et puis ensuite, à courte distance, l'atome se repousse. Et là-dedans, vous avez plein d'états liés qui correspondent précisément à la molécule rubidium-rubidium. Mais ce que je vous ai dit qualitativement, et ce que je vous dis maintenant plus quantitativement, c'est que, comme j'ai peu de collisions à 3 corps dans mon système, eh bien, mes atomes qui s'approchent l'un de l'autre, mes atomes de rubidium qui s'approchent l'un de l'autre, ne vont pas aller peupler ces états liés qui sont ici. Ils vont rester dans l'état gazeux, ils ne vont pas former de molécules rubidium ou de trimères rubidium ou d'agrégats rubidium. C'est ça qui nous sauve. Alors, ça ne veut pas dire ça que les atomes n'interagissent pas entre eux. Ils continuent à interagir entre eux, mais ils interagissent de manière gentille, c'est-à-dire qu'ils interagissent de manière cohérente, sans former d'espèces moléculaires qui seraient ensuite perdues pour la science en s'échappant du piège. Les interactions qu'ils ont entre eux, ce sont des interactions cohérentes, c'est-à-dire que chaque atome voit les autres atomes, mais il les voit de manière moyenne. Un petit peu, si vous voulez, comme un photon qui passe dans un milieu, dans un verre. Un photon qui passe dans un verre ne diffuse pas sur chaque atome de manière incohérente. Un photon qui passe dans un verre voit tous les atomes, certes, mais comme sa longueur d'onde est très grande devant la distance interatomique, il voit un effet moyen du verre, et cet effet moyen contribue simplement à faire un déphasage sur la propagation du faisceau lumineux. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Les atomes se voient entre eux, mais ils se voient de manière cohérente, gentille, si je puis dire, et c'est donc, ça crée un potentiel moyen, donc le gaz crée sur chaque atome un potentiel moyen qui peut être attractif ou répulsif selon les cas, mais qui en tout état de cause ne fait pas perdre les atomes sous forme de molécules. Bon, alors je vous ai dit que grâce à la condensation de Bose-Einstein, tous mes atomes étaient dans le même état. Maintenant, je voudrais vous le prouver. Je voudrais vous prouver qu'effectivement, ces atomes partagent tous la même fonction d'onde. S'ils partagent tous la même fonction d'onde, le meilleur moyen pour le prouver, c'est de voir des interférences. Hein, ça, quand on dit onde, on pense tout de suite interférences. Et donc, ce que je vous propose, c'est de regarder avec des interférences, vérifier avec des interférences qu'effectivement mes atomes partagent tous la même fonction d'onde. Alors, supposons que je vous donne un faisceau lumineux, et je vous dis que ce faisceau lumineux est cohérent. Prenons par exemple ce pointeur laser, là, je vous dis le faisceau lumineux émis par ce pointeur laser est cohérent. Cohérent transversalement, par exemple. Comment est-ce qu'on peut prouver cette cohérence transverse? Eh bien, un bon moyen, c'est de prendre un écran, comme ça, percer 2 trous dans l'écran, se débrouiller pour faire diverger le faisceau lumineux de manière à ce que les 2 trous soient éclairés, et puis ensuite, si je prends un écran qui est situé en aval de ce premier écran percé de 2 trous, eh bien, je dois voir des franges d'interférence sur cet écran.
si effectivement j'ai cohérence entre les deux trous, entre les ondes émises par les deux trous. Eh bien, cette expérience de Van Dung, de percer deux trous, elle a été faite à Munich en 2001 d'une manière spectaculaire. Comment est-ce qu'ils ont percé deux trous? Eh bien, ils ont utilisé le fait que les atomes étaient confinés dans un piège magnétique, comme je l'ai dit, et qu'il y avait donc, les atomes étaient dans l'état où leur moment magnétique mu était parallèle au champ magnétique B. Et percer un trou dans le condensat, pour eux, ça a consisté à faire basculer le moment magnétique mu parallèle à B à un état où mu est perpendiculaire à B. Si mu est perpendiculaire à B, à ce moment-là, l'énergie d'interaction qui était moins mu scalaire B devient 0. Donc les atomes ne voient plus le champ magnétique et ils vont simplement tomber sous l'effet de la pesanteur. Et ce qui est remarquable, c'est que comme le champ magnétique n'est pas homogène, c'est précisément ça qui permet de confiner les atomes, quand j'envoie une radiofréquence qui fait basculer le moment magnétique mu pour le faire passer de mu parallèle à B à mu perpendiculaire à B, eh bien, je choisis l'endroit où les atomes basculent. En choisissant la valeur de ma radiofréquence, je choisis l'endroit où ce mu va basculer de l'état perpendiculaire à l'état parallèle à l'état perpendiculaire. Et en envoyant deux ondes de radiofréquence, une ici et puis une là, eh bien, je perce les deux trous. Chaque onde de radiofréquence correspond à un trou. En envoyant deux ondes de radiofréquence, je perce deux trous. Et en regardant maintenant ce qui va tomber sous mon piège, des atomes qui vont tomber dans le potentiel de la gravité, là, le MGZ que j'ai tracé comme ceci, je vais pouvoir voir si ça interfère ou pas, c'est-à-dire est-ce que j'ai, oui ou non, une cohérence quantique au sein de mon condensat. Première expérience, il faut toujours faire des manips qui ne marchent pas pour confirmer après ce qu'on va voir. Première expérience, on va la faire au-dessus du seuil de condensation. Donc là, je n'attends aucune interférence, puisque mon gaz est incohérent, entre guillemets, il est bien décrit par la statistique de Maxwell-Boltzmann. Et effectivement, quand on fait ça, eh bien, ce qu'on voit, c'est des atomes qui tombent du piège magnétique, c'est ce bleu clair ici sur la photo, mais aucune trace d'interférence. Maintenant, on refroidit davantage, le nuage se comprime, il y a moins d'atomes ici, puisque j'ai évacué des atomes pour faire plus froid. Qu'est-ce que je vois maintenant dans ce qui tombe sous le condensat? Eh bien, je vois de magnifiques franges d'interférence qui révèlent la cohérence quantique macroscopique au sein du condensat qui est là. Ça, c'est une illustration vraiment magnifique du fait que, effectivement, l'ensemble de mes atomes sont décrits par une seule onde. Le fait que les franges d'interférence aient un contraste qui est voisin de 100%. Bien. Alors, cette expérience d'interférence, elle est spectaculaire. Elle est, je dirais, traditionnelle, en le sens où c'est, comme je l'ai dit, la même expérience d'interférence que celle que je fais avec des faisceaux lumineux habituellement. Il y a une deuxième expérience d'interférence qu'on peut faire avec des condensats, qui, elle, est un petit peu différente, qui est la chose suivante, qui est de se dire, maintenant, on a vu qu'un condensat interfère avec lui-même, si je puis dire, c'est-à-dire quand je perce deux trous, j'ai des interférences. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je prends deux condensats indépendants? Je prends deux condensats qui sont deux condensats de rubidium, par exemple, ou deux condensats de sodium. Je les prépare de manière complètement indépendante en me débrouillant pour avoir un potentiel de confinement qui n'a plus seulement un minimum, mais deux minima. Donc j'évapore séparément dans les deux minima deux condensats que je vais noter 1 et 2. Et ensuite, à un instant donné, je vais couper le potentiel de confinement. Les deux condensats vont s'étaler, se recouvrir. Est-ce que je vais voir ou non des franges d'interférence? C'est une question qui est différente de la précédente. La précédente, c'était est-ce que j'ai une fonction macroscopique pour mon condensat? Ce qu'avait prédit Einstein. La réponse a été oui. Maintenant, c'est une question un petit peu différente. C'est est-ce que deux condensats qui ne se sont jamais vus ont une phase relative bien déterminée? Bien, le mieux, c'est de faire la manip, comme toujours. Et quand on fait la manip, on voit que oui, cette manip a été faite au MIT, et vous voyez de magnifiques franges d'interférence, là encore. Alors, ces franges d'interférence, elles ont suscité pas mal de débats, parce que au début, il y a eu avant même que la manip soit faite, il y avait pas mal de controverses au niveau théorique si oui ou non on devait avoir des franges d'interférence. La réponse, vous l'avez sous les yeux, c'est oui, il y en a. La manière de rendre compte de ces interférences est différente, comme je disais, de ce que vous avez vu tout à l'heure avec un condensat unique. Et pour moi, la meilleure manière de le comprendre, c'est, pour ceux qui sont opticiens, c'est de se référer à des interférences qu'on appelle des interférences à la Hanbury-Brown et Twiss, qui sont ce qu'on appelle des corrélations d'intensité faites avec de la lumière. Si vous ne savez pas ce que c'est pas grave. Ce que je veux dire par là, je l'explique en deux mots, c'est la chose suivante. C'est que si je prends deux atomes, 1 et 2, qui figurent un atome qui serait dans le condensat 1 ici et l'atome 2 serait dans le condensat 2 là. Et je détecte les atomes en deux points, XA et XB. Ces deux points sur l'axe de détection qui est ici. Eh bien, j'ai deux chemins quantiques possibles pour détecter un atome en XA et un atome XB. Premier chemin possible, c'est l'atome du condensat 1 qui va en XA et l'atome du condensat 2 qui va en XB. C'est un premier chemin quantique possible qui va me donner un signal. Mais j'ai un deuxième chemin possible qui est l'atome qui est en 1 va en XB et l'atome qui est en 2 va en XA.
Et comme toujours en mécanique quantique, quand j'ai deux chemins possibles pour aller d'un même état initial vers un même état final, ce que je dois faire, c'est sommer les amplitudes de probabilité pour aller de l'état initial à l'état final. Et ensuite, pour calculer la probabilité, je dois prendre le module carré de ça, et il y a possibilité de voir des interférences. Eh bien, les interférences que vous voyez ici, c'est des interférences entre ces deux chemins quantiques-là qui sont représentés sur le transparent. En fait, c'est évidemment un peu plus compliqué que ça, parce que chaque condensat n'a pas qu'un atome 1 et qu'un atome 2. Chaque condensat a 1 million d'atomes 1 et 1 million... Enfin, il y a 1 million d'atomes ici et 1 million d'atomes là, donc si on veut faire tous les calculs, c'est plus complexe. Mais la physique sous-jacente, c'est celle que j'ai dessinée ici. C'est une physique d'interférence toujours, mais c'est des interférences entre chemins dans un espace abstrait où l'atome 1 peut aller en XA ou en XB, l'atome 2 en XB ou en XA. Bien. Eh bien, continuons un petit peu notre exploration du monde des condensats. Et je vous propose maintenant de regarder une autre chose qui est comment tourne un condensat. Alors, pourquoi est-ce qu'on va se poser cette question? Eh bien, parce que le fait qu'un condensat soit décrit par une fonction macroscopique, ça change radicalement la manière dont on peut faire tourner ces objets. Prenons un fluide classique, d'abord, pour fixer les idées. Votre tasse de café le matin. Vous avez mis un sucre et vous voulez mélanger. Vous prenez une cuillère, vous agitez, et quand vous agitez, le liquide se met en rotation. Quel est le champ de rotation au sein de votre tasse de café? C'est un champ de rotation qui est exactement le même en général que celui sur un manège, c'est-à-dire que plus vous êtes loin du bord, plus vous êtes loin du centre, plus ça tourne vite. Comme sur un manège, la vitesse locale est proportionnelle à la distance au centre. Dans un fluide normal, à l'équilibre en rotation, vous trouvez un champ de vitesse à peu près comme ça. Maintenant, regardons ce qui se passe pour un condensat de Bose-Einstein. Pour un condensat de Bose-Einstein, ce qu'on apprend dans les livres de mécanique quantique, enfin, pas seulement pour un condensat, ça on l'apprend en général quand on cherche à interpréter les fonctions d'onde, c'est que le champ de vitesse est directement relié à la phase de l'onde de matière. Alors là, je suis obligé de vous demander de l'accepter, ça, si vous ne le savez pas, mais le fait que la vitesse soit reliée à la phase, ça va mettre des contraintes énormes sur les champs de vitesse qui peuvent exister. Parce qu'une phase, ça ne peut pas faire grand-chose, donc du coup, la vitesse que je peux avoir dans un condensat de Bose-Einstein ne peut pas être n'importe quoi. Et en particulier, la circulation de la vitesse, c'est-à-dire si je prends un contour dans mon condensat de Bose-Einstein comme ça, si je prends la vitesse fois la longueur du contour, si la vitesse uniforme ce sera V fois 2 pierres, plus généralement ce qu'il faut prendre c'est une intégrale curviligne, ce sera la seule formule de l'exposé, mais l'intégrale curviligne de V scalaire dr, eh bien cette circulation de la vitesse est quantifiée. Encore une fois, ça découle du fait que la vitesse est reliée au gradient de la phase. Du coup, cette circulation de la vitesse étant quantifiée, c'est un multiple de h sur m, eh bien la vitesse ne peut pas prendre n'importe quoi. En particulier, je ne peux pas avoir une vitesse qui est proportionnelle au rayon. Parce que si ma vitesse est proportionnelle au rayon, vous voyez bien que si je passe d'un rayon donné à un rayon un tout petit peu plus grand, si je suis dans le cas d'un fluide classique, la vitesse change un tout petit peu. Or, là maintenant, je suis en train de vous dire que c'est quantifié, cette chose-là, donc je ne peux pas changer un tout petit peu. Je peux ne pas changer du tout ou changer beaucoup si c'est quantifié, mais je ne peux pas changer un tout petit peu. Donc du coup, un condensat de Bose-Einstein ne va pas du tout tourner comme pourrait tourner un fluide classique. Comment est-ce qu'il tourne alors? Eh bien là encore, il faut faire la manip. Ça, c'est une expérience qu'on a faite à l'école normale. On a pris un condensat, à l'époque il avait une forme de cigare allongée, et on l'a agité. On l'a agité avec une cuillère, mais évidemment la cuillère qu'on a prise, c'est pas la même que celle pour le café. Notre cuillère qu'on a prise, c'est un laser, un agitateur laser. On a pris un agitateur laser qui avait une section elliptique comme ça, et on a fait tourner la section elliptique dans le condensat pour mettre le condensat en mouvement, le long de son axe. Donc on a un cigare, et on fait tourner le cigare le long de son axe. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, voici 4 images de ce qu'on a vu, 3 images dans lesquelles le condensat tourne. L'image de gauche, c'est ce qui se passe quand on ne tourne pas assez vite. Eh bien, notre condensat reste complètement au repos. Le condensat ignore superbement la cuillère. Donc ça, c'est pas ce qui se passe avec votre tasse de café. Quand vous tendez doucement votre tasse de café, le liquide tourne doucement. Eh bien là, à cause de cette quantification des circulations de la vitesse, quand on tourne trop lentement, le condensat refuse absolument de tourner, il reste au repos. Ensuite, il y a une fréquence critique. Fréquence critique à laquelle apparaît ce qu'on appelle un vortex ou un tourbillon. Ça correspond à la quantification de cette circulation de la vitesse. La densité s'annule au centre, c'est un tourbillon quantique, et autour de cette singularité qui apparaît au centre, on a pu vérifier, effectivement, je ne vais pas le décrire ici, mais on a pu vérifier que la circulation de la vitesse était quantifiée. Et puis si je tourne plus vite, eh bien, à cause de ce quantum, le seul moyen de faire apparaître plus de moments cinétiques dans le condensat, c'est d'ajouter des singularités, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de vortex. Donc ici, vous avez une figure avec 8 vortex, je crois, un au centre et 7
à l'extérieur. Et puis ici, vous avez une figure où je tourne encore plus vite, et où là, je mets vraiment beaucoup de vortex. Donc ces vortex s'alignent pour former un beau réseau triangulaire. Donc vous voyez comment on a une physique qui est vraiment très contre-intuitive avec ces condensats, sur un exemple simple finalement, qui est comment est-ce qu'un objet tourne. Eh bien, un objet macroscopique quantique ne tourne absolument pas comme on pourrait le croire si on garde une intuition classique. Je vois que le temps passe, donc je vais peut-être sauter cette chose-là. Je pourrais l'aborder en question s'il y en a. Et je voudrais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure en disant que je supposais que mes particules acceptaient d'aller se mettre dans le même état. C'est-à-dire que j'avais des particules qui obéissaient à ce que Bose et Einstein avaient voulu, c'est-à-dire qu'elles avaient un comportement grégaire. Quand ces particules ont un comportement grégaire, quand elles obéissent à la physique de Bose-Einstein, on dit qu'on a affaire à des bosons. Quels sont les atomes qui sont des bosons? Eh bien, les atomes de rubidium 87 l'ont été, puisqu'on a fait un condensat de Bose-Einstein. Les atomes de sodium 23, les atomes de lithium 7, je suis en train de descendre la classification périodique, l'hélium 4, l'hydrogène. Tout cela ont accepté d'occuper tous le même état. Tous ces atomes-là ont accepté de condenser. Donc ils ont le comportement grégaire qu'avait utilisé Bose-Einstein dans leur théorie. Maintenant, il y a des atomes qui, d'un point de vue chimique, sont absolument identiques à ceux que je viens d'énoncer. Le lithium 6, qui est d'un point de vue chimique identique au lithium 7, simplement il diffère d'un neutron. L'hélium 3, le deutérium, eux, en revanche, ne forment pas de condensat de Bose-Einstein. Je ne peux pas en mettre plus d'un atome par état. On dit que ces atomes obéissent à la statistique de Fermi-Dirac, ce sont des fermions. Qu'est-ce qui fait qu'un atome est un boson plutôt qu'un fermion? Eh bien, c'est quelque chose qui, a priori, n'a pas l'air d'être très relié, mais ça, c'est un des mystères de la théorie quantique, et il faut faire de la relativité pour le comprendre. C'est le spin. C'est la manière dont l'atome tourne sur lui-même. C'est ça qui va me dire si l'atome est plutôt un boson ou plutôt un fermion. Si ce spin, ce moment cinétique qu'a l'atome en tournant sur lui-même, est entier, à ce moment-là, je vais faire une statistique de Bose-Einstein. Je vais faire à des bosons. Si ce spin est demi-entier, ce moment cinétique qu'a l'atome quand il tourne sur lui-même est demi-entier, à ce moment-là, j'ai affaire à des fermions. Maintenant, qu'est-ce qui fait que j'ai un spin entier ou un spin demi-entier? Eh bien, il faut compter combien j'ai d'électrons, combien j'ai de protons. L'électron est une particule de spin demi-entier, le proton aussi et le neutron aussi. Donc, si le nombre de électrons plus protons plus neutrons est impair, au total, j'ai affaire à des fermions. Si le nombre total électrons plus protons plus neutrons est pair, j'ai affaire à un boson. Maintenant, mes atomes sont neutres, donc le nombre d'électrons et le nombre de protons sont identiques. Donc, électrons plus protons, ça me donne un nombre pair. Donc, ce qui va décider si un atome est un boson ou un fermion, eh bien, en fait, c'est son nombre de neutrons. Si j'ai un nombre pair de neutrons, et à ce moment-là, j'ai affaire à un boson. Si j'ai un nombre impair de neutrons, c'est le cas du lithium 6, par exemple, qui a 3 protons et 3 neutrons, eh bien, à ce moment-là, j'ai affaire à un fermion. C'est assez magique, hein, parce que, encore une fois, le neutron n'influe absolument pas sur les propriétés chimiques du système, donc on pourrait dire que c'est complètement, ça devrait être un nombre qui devrait jouer aucun rôle dans le comportement collectif de mon gaz. Eh bien, pas du tout, c'est lui qui décide si oui ou non les condensats de Bose-Einstein peuvent se former ou non. Alors, les études avec des atomes fermioniques, je vais en dire juste un mot, ça pourrait faire l'objet de tout un séminaire. Elles sont très intéressantes. Elles sont également poursuivies en ce moment très activement. Je vous dis qu'il n'y a pas de condensat de Bose-Einstein pour les fermions, ça c'est vrai, mais néanmoins c'est quand même intéressant. On peut utiliser les mêmes techniques de refroidissement laser et d'évaporation. Et ce qu'on peut montrer, c'est que si on a affaire uniquement à une espèce atomique, à ce moment-là, eh bien, on produit un gaz qui est un gaz quasi parfait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interaction entre fermions à très basse température, si ces fermions sont tous dans le même état. Et ça, c'est très intéressant pour la métrologie, puisque si je n'ai pas d'interaction entre mes atomes, eh bien, je peux vraiment faire des horloges atomiques, je vais vous en donner un exemple dans un instant, qui vont être très précises. Si deux espèces atomiques sont présentes, si j'ai deux espèces fermioniques présentes différentes, à ce moment-là, les interactions peuvent être importantes, comme pour les bosons. Et ça, c'est en train d'être étudié vraiment beaucoup. Je sais que ça change tous les mois, maintenant, les résultats sur les gaz de fermions ultra-froids. C'est très intéressant, en particulier parce qu'il y a une forte analogie entre ces gaz de fermions atomiques ultra-froids et les gaz d'électrons dans les métaux. Les électrons sont des fermions, je vous l'ai dit, c'est des particules de spin demi-entier, spin 1,5. Et donc, entre un gaz de fermions atomique et un gaz d'électrons dans un métal, eh bien, il y a des analogies profondes. Et ce qu'on ne sait pas étudier avec les électrons dans les métaux, eh bien, on peut espérer le comprendre mieux avec ces gaz d'atomes ultra-froids, pourvu qu'ils soient fermioniques. Alors, je voudrais terminer avec
une application de ces atomes ultra-froids, pas vous laisser l'impression qu'on passe notre temps à regarder la mécanique quantique droit dans les yeux, mais à ne rien faire d'utile pour la société. Et donc, je voudrais vous donner une application des atomes ultra-froids. Ce n'est pas une application directe des condensats, mais c'est une conséquence des recherches sur les mélasses optiques et sur ces mécanismes de refroidissement. Et cette application, c'est la mesure du temps et les horloges atomiques. Alors, je voudrais commencer par redire ou dire ce qu'est une horloge atomique, au cas où vous ne le sauriez pas. Et d'abord, je commence par la définition de la seconde. La définition de la seconde, si vous ouvrez le dictionnaire, c'est la chose suivante. Si vous prenez l'atome de césium, vous prenez l'isotope 133, c'est un boson. Cet isotope 133 de l'atome de césium a des niveaux d'énergie, bien sûr, et en particulier, je peux m'intéresser aux deux niveaux d'énergie les plus bas, que je vais noter A et B. Eh bien, par définition de la seconde, l'onde électromagnétique qui va être résonante avec cette transition entre le niveau A, le niveau fondamental, et B, le premier niveau excité, cette onde électromagnétique fait 9 milliards 192 millions 631 770 oscillations par seconde. C'est ça la définition de la seconde. Si vous arrivez à faire une onde électromagnétique qui est résonante avec cette transition AB, eh bien vous savez par définition qu'elle fera ces 9 milliards blablabla d'oscillations par seconde. Donc le travail des horlogers atomistes, c'est de faire une réalisation la plus fidèle possible de cette définition. Comment est-ce qu'on procède en pratique? Eh bien, on se donne des atomes de césium qu'on prépare initialement tous dans l'état A, l'état fondamental. On envoie ces atomes de césium dans une cavité électromagnétique. Dans cette cavité électromagnétique, on va mettre une onde électromagnétique qu'on espère être résonante avec la transition AB. Et si elle est bien résonante avec la transition AB, eh bien, en sortie de la cavité, les atomes seront passés de l'état A vers l'état B. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on détecte si effectivement les atomes ont transité de l'état A vers l'état B. Et ensuite, eh bien, si on trouve que seulement une fraction des atomes ont transité, on fait une boucle de rétroaction sur la cavité pour maximiser en permanence le nombre d'atomes qui sortent dans l'état B. Faisant ça, eh bien, on réalise le mieux possible la définition de la seconde qui est écrite ici. Pourquoi est-ce que les atomes froids sont utiles? Eh bien, les atomes froids sont utiles simplement parce que la précision de cette mesure de la fréquence de l'horloge est d'autant meilleure que les atomes passent beaucoup de temps à interagir avec l'onde électromagnétique. C'est une simple conséquence, si vous voulez, d'une relation d'incertitude, d'une relation de Fourier dans le domaine entre le temps et la fréquence. Si vous avez un temps donné delta t, eh bien la mesure de fréquence que vous allez pouvoir faire, la précision de mesure de fréquence que vous allez pouvoir faire, delta nu, est de l'ordre de 1 sur delta t. Si vous vous donnez des atomes très lents, donc qui vont rester longtemps en interaction avec votre onde électromagnétique, le delta t sera beaucoup plus grand. Donc le delta nu, la largeur, la précision avec laquelle vous allez mesurer la fréquence de votre onde électromagnétique sera bien meilleure. Et typiquement, avec des atomes froids, on peut gagner un facteur 100 sur delta t. C'est-à-dire qu'avant les atomes froids, on avait des atomes qui bougeaient à plusieurs centaines de mètres par seconde. Donc si vous avez une horloge une cavité électromagnétique qui fait 1 mètre de long, les atomes interagissaient avec la cavité pendant 1 centième de seconde. Alors que maintenant, avec des atomes froids, eh bien, on peut interagir avec l'onde électromagnétique pendant à peu près 1 seconde. Une expérience typique, comme celle que font mes collègues Christophe Salomon et André Clairon à l'Observatoire de Paris, est ici. C'est une fontaine atomique. Vous avez ici des atomes qui sont refroidis par laser dans une mélasse optique. On les lance en l'air à une hauteur de l'ordre d'1 mètre. Ils traversent pendant toute cette distance une cavité électromagnétique, puis ils redescendent. Et si vous lancez un objet dans le vide à 1 mètre de haut et puis le laissez redescendre, eh bien, le temps d'interaction est de l'ordre de la seconde. Donc on remplace le 1 centième de seconde qu'on avait avant par 1 seconde. Donc faisant ça, on a des horloges qui sont 100 fois plus précises. Et en fait, on gagne même d'autres facteurs sur la précision. Donc c'est vraiment très, très bon. Et avec ça, eh bien, on sait faire des horloges qui ont des précisions relatives de l'ordre de 10-16. Je ne sais pas si 10-16 vous dit grand-chose, mais si une horloge comme ça avait fonctionné depuis le début de l'univers, depuis le Big Bang, eh bien cette horloge ne différait du temps réel que de moins d'1 minute. Elle avancerait ou elle retarderait d'une moins d'1 minute. Ça vous donne l'ordre de grandeur de ce que signifie une pression de 10-16. C'est vraiment une pression impressionnante. Et ce qui est remarquable, c'est que cette pression, on en a besoin. On a besoin pour les systèmes de navigation, type GPS. On en a besoin aussi pour les systèmes de télécommunication à très haut débit. Alors, évidemment, les horlogers ne veulent pas s'arrêter là. On veut toujours faire mieux. On a 10-16, mais pourquoi pas faire 10-17 ou 10-18? Et là, ce que vous voyez, c'est ce qui limite finalement, c'est la gravité. Puisque je vous ai dit, en envoyant les atomes à 1 mètre de haut, j'ai à peu près 1 seconde de temps d'interaction. Si je voulais avoir 10 secondes de temps d'interaction, il faudrait que je lance les atomes beaucoup plus haut. Et ça, j'ai pas envie de le faire. Je ne vais pas faire une fontaine atomique qui va faire 50 mètres de haut. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est s'affranchir de la gravité, si on veut faire mieux. S'affranchir de la gravité, le premier moyen, c'est de monter dans un avion où il y a écrit 0G dessus, puisque c'est écrit dessus, c'est sûrement vrai.
Et ça, c'est ce qu'on a fait. Enfin, quand je dis on, encore une fois, ce sont mes collègues Christophe Salomon et André Clairon qui l'ont fait avec leur équipe. On a conçu un système d'atomes froids portable qui est embarquable dans ces avions qui sont gérés par le CNES, qui font des vols paraboliques. Alors ces vols paraboliques, juste pour la petite histoire, en quoi ça consiste? Eh bien, pendant 20 secondes, votre avion fait une parabole comme ceci, pendant laquelle tout flotte dans l'avion. Les expérimentateurs, aussi bien que le matériel, si vous ne l'avez pas accroché. Puis ensuite, vous avez 20 secondes où, évidemment, la parabole, il faut bien qu'elle s'arrête un moment, parce que sinon, on finirait mal. Donc, vous avez 20 secondes pendant lesquelles, au contraire, vous pesez 2 fois votre poids. Vous avez pesé 0 G pendant 20 secondes, mais vous pesez 2 G, enfin, vous pesez 2 fois votre poids pendant les 20 secondes qui suivent. Ensuite, vous avez 20 secondes pour régler tous vos appareils, et puis vous recommencez. Vous faites ça 30 fois à la suite. Et ben ça vaut n'importe quel manège des parcs d'attractions. C'est vraiment les montagnes russes à la puissance 10. Là, la photo que vous voyez, tout le monde a le sourire, c'est la première parabole. Au bout de la 30e, la plupart des gens sont allongés au fond de l'avion, malades, et espérant que ça va bientôt finir. Le but, une fois que tout ça aura été bien validé, c'est d'aller, et c'est en cours, hein, le but, une fois que tout ça aura été bien validé, ce sera aller se mettre sur la station spatiale, où il y a un projet Pharao, qui fait partie d'un plus gros projet encore qui s'appelle ESSIS, qui consiste à mettre en orbite une référence de temps universelle à base d'atomes froids, qui sera donc la référence de temps la plus précise disponible, puisqu'elle tirera parti à la fois des atomes froids et puis de l'absence de gravité. L'intérêt, c'est donc de valider pour ça des futures horloges pour le GPS, et également de faire des tests de physique fondamentale. Une fois que vous avez des horloges très précises comme ça, vous pouvez commencer à tester la relativité générale. Déjà à 10-16, la relativité générale n'est pas loin. C'est-à-dire que si vous prenez une horloge qui est stable à 10-16, vous mesurez le temps sur cette table, vous prenez une deuxième horloge identique et vous la mettez par terre, à 1 mètre en dessous, eh bien 10-16, c'est précisément le redshift, le déplacement gravitationnel, le décalage de temps relatif sur 1 mètre dans le champ de pesanteur. Donc déjà, avec 10-16, on peut commencer à tester la relativité générale en laboratoire à ce niveau-là. Mais évidemment, si on a des horloges très précises en orbite, on pourra faire beaucoup mieux. Voilà. Donc je vais conclure. J'espère vous avoir convaincu que c'était une recherche qui avait à la fois les deux composantes chères à nos dirigeants, à savoir une partie fondamentale, mais également une partie qui a débouché sur des applications, et d'autres applications, on espère, vont venir. Comme vous l'avez vu, c'est une recherche où la mécanique quantique joue un rôle essentiel. Elle joue un rôle essentiel pour comprendre la nature du condensat de Bose-Einstein, et elle joue également un rôle essentiel pour comprendre les interactions entre la lumière et la matière, entre les atomes et les photons, qui sont à la base de tous les mécanismes de refroidissement et de diagnostic. Maintenant, que faire? À quoi est-ce qu'ils vont servir, ces condensats? Eh bien, d'un point de vue physique fondamental, je dirais, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut les utiliser comme simulateurs de systèmes plus compliqués, des systèmes qu'on ne sait pas calculer actuellement en matière condensée. Je vous ai parlé, donc, par exemple, de ces fermions qui ressemblent beaucoup aux électrons dans les solides. On peut, comme ça, espérer avoir, avec les atomes froids, les condensats ou les systèmes de fermions très froids, des moyens de trouver des propriétés de systèmes de matière condensée qu'on ne saurait pas trouver autrement. En particulier pas avec les calculs, parce que les calculs sont trop compliqués. On peut aussi se poser le problème de réaliser des expériences fondamentales pour la physique quantique. On a en projet à l'école normale d'essayer d'utiliser ces condensats pour fabriquer ce qu'on peut appeler des chats de Schrödinger, c'est-à-dire un condensat qui serait dans une superposition macroscopique de deux états très différents l'un de l'autre, où tous les atomes seraient soit dans un état interne A, par exemple, ou alors tous les atomes dans un état interne B. Et on peut espérer étudier comme ça des mécanismes de décohérence auxquels on n'a pas accès en ce moment. Et puis, pour finir, ces condensats, on peut dire qu'ils ouvrent la voie à ce qu'on peut appeler une nouvelle chimie quantique. Une chimie qui n'est pas du tout la chimie habituelle qui se fait à 300 Kelvin ou même au-delà, mais une chimie au contraire qui va se faire au micro-Kelvin ou même à quelques nano-Kelvin, une chimie dans laquelle on va commencer à mélanger des espèces différentes, des atomes de sodium, des atomes de rubidium, etc. Et on va voir comment, à très basse température, ces atomes s'arrangent pour former des molécules, pour former des dimères, ces molécules ou ces dimères étant eux-mêmes des objets quantiques macroscopiques, c'est-à-dire des condensats. Donc c'est vraiment un nouveau champ de la chimie. Je ne sais pas si les chimistes eux-mêmes sont directement intéressés par ça, mais en tout cas pour nous physiciens, c'est vraiment un nouveau domaine qui s'ouvre, que sont ces mélanges d'espèces très dégénérées. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Et donc,
Nous ouvrons la séance de questions. Il y en a une tout de suite là-haut. Voilà, allez-y. Oui. Bonjour. J'aurais voulu savoir en quoi les condensats que vous avez exposés rencontrent ou ne rencontrent pas les nanotechnologies. Je dirais qu'il les rencontre certainement en tant que système modèle. C'est ce que je disais à l'instant. Une des choses, par exemple, qu'on peut étudier, c'est ce qui se passe quand on met ces condensats dans des potentiels périodiques. C'est un des transparents que j'ai sauté, mais je peux le remontrer très vite sans le décrire en détail. Voilà, celui-ci. Je vous ai décrit dans tout l'exposé des condensats qui étaient plongés dans ces pièges magnétiques, donc qui étaient des braves pièges avec un minimum ou éventuellement 2 minima. Mais si je me donne le droit d'utiliser des faisceaux laser en agissant sur ce condensat, des faisceaux laser qui sont loin de résonance, comme ça j'ai pas de problème d'émission spontanée, j'ai pas de problème de chauffage, eh bien, si j'envoie sur ces condensats une onde laser stationnaire, je vais réaliser un potentiel périodique pour ces condensats. Ce potentiel périodique, c'est une sorte de boîte à œufs, comme ça. Et c'est vraiment l'analogue des potentiels périodiques que voient les électrons de la matière. Donc, je me retrouve avec des atomes qui sont donc des objets quantiques qui vont bouger dans un potentiel périodique, et je peux espérer donc modéliser avec ces atomes bougeant dans un potentiel périodique ce qui se passe pour des électrons bougeant eux aussi dans le potentiel périodique créé par la matière. Donc des questions qui sont des questions importantes de matière condensée, comme des questions de magnétisme par exemple, pour lesquelles on n'a pas de réponse. Il y a certaines configurations de réseaux cristallins pour lesquels on ne sait pas si le système sera ferromagnétique ou pas ferromagnétique. Eh bien, on peut les étudier avec ces condensats et trouver des réponses que le magnétisme classique n'a pas su trouver encore. Donc c'est, je dirais, dans cet aspect modélisation qu'on a un rapport avec la nanotechnologie. C'est-à-dire qu'on peut penser avec ces systèmes, d'ici quelques années, voir les gens de matière condensée arriver, nous dire voilà, j'ai un nanosystème avec ces configurations-là, et je ne sais pas ce qu'il va donner. On peut simuler ce système à d'autres échelles de longueur et de masse, bien sûr. Hein. La masse d'un atome, c'est très différent de la masse d'un électron. La période de ce réseau optique ici, c'est de l'ordre de micron, alors que la période d'un réseau cristallin, c'est l'angstrom. Mais néanmoins, on sait transposer les questions qui se poseront en nanotechnologie à des questions qu'on pourra poser à nos atomes. Donc c'est là, je pense, qu'il y aura un point de convergence très fort entre nanotechnologie au sens matériaux et nos systèmes à nous. Bonjour. Je voudrais juste savoir quelles variables sont regroupées dans un état. Quelles variables ou quelles propriétés sont regroupées quand on parle d'état? Dans un état quantique? Oui. Donc, a priori, l'état quantique me décrit toutes les mesures, enfin, me donne toutes les caractéristiques des mesures que je peux faire sur une particule. Donc, quand je dis que j'ai une particule qui est dans un état quantique, ça veut dire que je peux, connaissant cet état, calculer les probabilités des résultats de différentes mesures. Par exemple, si je mesure l'énergie de cette particule, je peux calculer la probabilité de trouver une énergie E1, une énergie E2, une énergie E3. Si je mesure son moment cinétique, je peux calculer la probabilité de trouver telle ou telle valeur du moment cinétique. Il y a certains états quantiques pour lesquels certaines variables seront bien déterminées. Par exemple, quand je dis que j'ai un état d'énergie, un niveau d'énergie pour un électron dans un atome, ça veut dire que dans cet état-là, si je mesure l'énergie, je trouverai une valeur et une seule. En revanche, évidemment, si je mesure le moment cinétique, il est bien possible que je puisse avoir plusieurs résultats possibles. Donc, à ce moment-là, la connaissance de l'état me donnera simplement la probabilité de trouver tel ou tel résultat pour le moment cinétique, sachant qu'en revanche, si je préfère mesurer l'énergie, je serai certain du résultat. Donc, l'état en lui-même est une sorte de catalogue qui me donne les différentes probabilités de résultats de mesure pour une quantité physique que vous me proposerez à mesurer. Et il se trouve qu'il y a des états pour lesquels toutes les probabilités seront nulles sauf une. C'est par exemple le cas de l'énergie pour un niveau d'énergie. Une question ici à gauche. Ici. Bonsoir, vous avez dit que les horloges permettaient une précision jusqu'à 10-16. Oui. Certains théoriciens prétendent que le temps a une nature discrète, c'est-à-dire qu'il n'est pas continu, mais qu'il y aurait des quantas de temps.
Est-ce crédible? Et si oui, jusqu'où, quelle est la limite inférieure de ce quanta? Peut-on descendre à 10-18, 10-20? Alors, jusqu'où on peut descendre avec une horloge atomique? Disons que je ne pense pas que les horlogers actuels voient comment aller au-delà de 10-18 ou 10-19. Je pense que même dans leurs rêves les plus fous, pour le moment, ils sont là. Or, là, on reste très loin de l'échelle de Planck, du temps auquel vous faites allusion. Donc, je ne pense pas voir de mon vivant de manip qui ira tester avec une horloge si le temps est granulaire, si le temps est quantifié ou pas. Peut-être qu'on pourra le prouver d'une autre manière, mais avoir une horloge qui sera stable à 10-30, je vois vraiment pas comment ça pourra se faire. Alors, quant à dire si cette hypothèse est raisonnable ou pas, ça, je ne me sens pas compétent. Il y aura un exposé sur la théorie des cordes prochainement. Oui, je pense que Costas Blacas sera peut-être samedi plus motivé que la mienne. Ici, au centre et après en haut. Alors, je voudrais poser une question peut-être un peu hérétique. Je suppose que j'ai deux particules absolument identiques. Je fais une mesure sur l'une. Ça me donne un renseignement sur l'autre sans changer l'état de l'autre. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, la réduction du paquet d'ondes, c'est nos connaissances, c'est pas, ça peut ne pas être l'état de la particule. Voilà ce que je voulais dire. Et ça, c'est à l'occasion de le théorème de John Bell, où j'ai des idées un peu hérétiques là-dessus. Oui. Est-ce que je me suis exprimé clairement? Oui, tout à l'heure, je parlais de l'état d'une particule. Effectivement, je supposais qu'une particule était dans un état donné. Mais si j'ai affaire à un système de deux particules, en règle générale, effectivement, l'état d'un système de deux particules ne s'écrit pas comme le produit de l'état d'une particule fois le produit de l'état de l'autre. L'état le plus général est un état corrélé où, effectivement, il y a une intrication quantique. Et ce que vous dites est tout à fait correct, c'est-à-dire que mesurer une variable sur une particule, par exemple sa position, c'est ce que proposaient Einstein, Podolsky et Rosen dans leur article, auquel je pense c'est ça que vous avez en tête, donne un renseignement sur la position de l'autre. Tout à fait, oui, oui. Je réponds à cette question de manière la plus simple possible. Donc, je supposais que la particule avait la question initiale qui était à ma droite, en supposant que la particule était dans un état bien déterminé. Mais vous avez raison. L'état plus général à plusieurs particules est un état intriqué entre particules. Oui, encore une petite précision sur la notion d'état. Oui. Dans la mesure où les fonctions d'onde de deux particules peuvent se recouvrir, est-ce que deux particules identiques peuvent avoir des fonctions d'onde qui se recouvrent exactement, c'est-à-dire en fait avoir la même position? Autrement dit, est-ce que la position entre dans la notion d'état de la particule? Alors, il y a une réponse formelle et puis une réponse pratique. Quand je dis que mes atomes sont dans le même état, en toute rigueur, c'est une approximation, puisque les atomes interagissent, en particulier, se repoussent à très courte distance. Donc, si je prends un condensat de Bose-Einstein, et que je regarde la probabilité de trouver un atome au point R1 et un autre au point R2, et si je fais tendre R1 vers R2, il y a un moment, quand R1 moins R2 deviendra de l'ordre de l'angstrom, où, à ce moment-là, je ne trouverai une probabilité nulle. C'est-à-dire que je ne pourrais pas trouver un atome en R1 et un atome à moins d'un angstrom de la première détection. Ça, c'est la réponse pratique, c'est lié au fait que les atomes ne sont en fait pas un gaz parfait, mais interagissent. Je vous avais d'ailleurs donné le potentiel d'interaction, et cette répulsion à très courte distance m'empêche de trouver deux atomes rigoureusement au même point. Maintenant, s'il n'y avait aucune interaction entre particules, si j'avais affaire à des particules ponctuelles, si l'électron, par exemple, avait le bon goût d'être un boson et non pas un fermion, donc il faudrait qu'il ait un spin 1 ou un spin 0, il doit avoir un spin 1,5, mais je pourrais faire un condensat de Bose-Einstein avec des électrons. Il faudrait aussi qu'il ait une charge nulle pour pas qu'il y ait de répulsion électrostatique. Je vous demande beaucoup à ce pauvre électron. Mais enfin, admettons que tout ça se produise. À ce moment-là, rien dans le formalisme quantique ne m'interdit de trouver deux électrons arbitrairement près l'un de l'autre. Si je peux concevoir un état psi de R1, R2 qui est non nul quand R1 égale R2. C'est un état qui est parfaitement éligible au sens de la mécanique quantique. Maintenant, est-ce qu'il a un sens physique ou non? La réponse est non, il n'a pas de sens physique pour mes atomes. Je ne peux pas avoir deux atomes au même endroit parce qu'ils se repoussent. Pour des électrons, c'est encore moins vrai parce que les électrons sont des fermions, donc la fonction doit être antisymétrique, donc elle ne peut pas s'annuler au point. Elle doit s'annuler au point si je prends R1 égale R2. Mais si j'avais une particule hypothétique qui n'existe pas dans la nature, qui soit un boson, qui soit de charge nulle pour ne pas avoir de répulsion électrostatique, à ce moment-là, je pourrais avoir deux particules au même endroit. Mais cette particule n'existant pas, ma réponse
formelle n'a que peu de valeur. Hein. On va prendre encore 2 questions, je crois, sauf si... Oui, monsieur Bonjour. Hérault, puis ensuite là. Au début, vous avez évoqué, dans un polycopier, vous avez évoqué des étoiles à neutrons. Est-ce que ces condensats peuvent permettre de comprendre ce qui peut se passer dans une étoile à neutrons, sachant que les atomes sont très proches les uns des autres? Alors, attends, au début, j'ai évoqué les condensats, mais j'ai pas compris votre question. Il y avait, vous avez parlé aussi d'étoiles à neutrons très brièvement. Est-ce que on peut assimiler un condensat avec ce qui pourrait se passer dans une étoile à neutrons où les atomes sont très proches les uns des autres? Ah, d'accord. Alors, merci. Dans une étoile à neutrons, ce qui se passe, c'est pas une condensation de Bose-Einstein, au moins pas au sens où je l'ai évoqué là, mais en revanche, ce qui se produit, c'est plutôt plus proche de la supraconductivité, c'est-à-dire que les neutrons qui sont des fermions, des particules de spin and me, encore une fois, donc ils ne peuvent pas en tant que tels former un condensat, mais ils peuvent former des paires type paire de Cooper en supraconductivité, même si un peu différent dans les étoiles à neutrons. Ces paires elles-mêmes donc sont des assemblages faits avec des particules de spin and me, donc c'est des particules de spin entiers, et donc elles peuvent être sujettes à la cycle de Bose-Einstein. Donc elles ne forment pas des vrais condensats au sens où on l'a étudié ici, mais néanmoins, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est une manifestation de la physique quantique macroscopique qui était reliée à la statistique de Bose-Einstein sans être un condensat de Bose-Einstein. Tout comme la supraconductivité peut être vue comme une manifestation de la statistique de Bose-Einstein, mais un supraconducteur n'est pas un condensat de Bose-Einstein au sens strict. On va prendre une dernière question là-haut. Bonjour. Voilà. Je vous pose une question en tant que néophyte. Vous parlez d'atomes ultra-froids dont l'énergie diminue. Ma question est, quand on fait diminuer l'énergie d'atomes, que devient leur masse ? Que devient leur masse? Là, je dirais que pour nous, il n'y a pas de... Enfin, c'est un système non relativiste. Hein, donc l'énergie du système, c'est d'un côté MC2 qu'on oublie complètement parce que la masse, de toute façon, elle est constante, et plus P2 sur 2M, et la masse donc, intervient au dénominateur de l'énergie cinétique. La masse n'a aucune raison de varier dans le courant de ces expériences. Donc, je dirais que... En tout cas, il n'y a aucune indication expérimentale qu'on devrait prendre en compte un changement de masse des atomes au fur et à mesure où on les refroidit. Je ne sais pas si j'ai bien compris votre question, mais en tout cas, je me retranche vers l'expérience. On suppose la masse constante et on n'a pas vu de conflit avec nos résultats. Jean Dalibard, merci beaucoup. Merci. Yeah.